J'avais une réflexion et puis une question. Euh, la réflexion, c'est effectivement, enfin pour moi personnellement, les choses se sont plutôt éclairées à la fin de votre exposé sur les cas pratiques. Euh, Parce qu'effectivement, vos petits exemples sur chacun des types de jeux et puis ce qu'on peut gagner ou perdre, si on s'entend ou pas, je trouve que c'est très révélateur effectivement des différents scénarios qu'on peut avoir dans la pratique de l'urbanisme. Et puis ma question, bon, elle est peut-être un peu générale, c'est aujourd'hui tout le monde parle d'intelligence artificielle. Il y a également tout un pan de l'urbanisme qui se dit qu'on va pouvoir peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations d'urbanisme. Donc, quel est le lien finalement entre la théorie des jeux et l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est juste la multiplication des scénarios ou bien est-ce que ça re-questionne finalement ou est-ce que ça amplifie la théorie des jeux, selon vous? Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Je vais essayer d'y répondre. Vous me direz si ça répond à votre question. Ouais. En fait, j'ai un projet, mais qui coûte cher. Parce qu'il nécessite de mobiliser des compétences, et notamment, il nécessite de passer par l'IA. L'idée, ça serait de pouvoir disposer d'un système d'IA à partir duquel, en rentrant un certain nombre de paramètres d'une situation, disons, vous avez un commanditaire qui passe une étude, qui vous dit, voilà, j'aimerais que vous étudiez les problèmes qui sont posés par telle chose, on veut créer une piscine, on veut créer une piste cyclable, on veut faire ceci, il y a de la résistance, enfin, bon, bref, etc. L'idée, ça serait de venir avec un logiciel, avec un truc, et en rentrant des éléments assez limités, mais précis quand même, déterminer, il faudrait que le logiciel, l'IA, détermine quel type de structure à quel type de structure on a affaire, quel type de structure d'interaction on a affaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un dilemme du prisonnier, est-ce que c'est un jeu de la poule mouillée, est-ce que c'est, etc., etc. Ah oui, ok. Alors, ça, je me suis renseigné, parce que à l'université, j'ai des collègues informaticiens, j'ai des collègues mathématiciens, etc., etc. J'en ai parlé avec des collègues. L'étude que j'avais faite sur la simulation multi-agent avec des collègues informaticiens, quand je leur ai proposé ça, là, ça nous dépasse, on ne comprend pas. Alors, j'ai utilisé l'IA pour avoir une réponse. Donc, j'ai utilisé ChatGPT, je lui ai posé la question et il m'a fait un scénario. 50 000 € prix de base, 300 000 € déjà quelque chose de solide. Voilà. Et ça peut même monter un peu, hein, mais après, d'accord. C'est un problème de coût. Mais alors, il me donne toutes les pistes, les compétences nécessaires, parce qu'il y a énormément de compétences. Voilà. Mais ça sera un outil qui pourrait être assez opérationnel, je dirais. C'est-à-dire, on repérerait, et puis un outil qui pourrait s'enrichir au fur et à mesure. Oui. Qui ferait de l'apprentissage qui apprendrait par l'expérience, hein, learning by doing, comme on dit. Mais voilà, c'est une question de coût. Puis après, il faut trouver les acteurs qui puissent développer ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça pourrait être l'utilisation de l'IA pour, je dirais, industrialiser ou faciliter le repérage de situations. Voilà, oui. Les prédisposer à un jeu plutôt qu'à un autre. Ouais, très bien. Moi, j'appelle ça une structure d'interaction. Le dilemme du prisonnier, c'est une structure d'interaction. Le jeu de la chasse aux cerfs, c'est une autre structure d'interaction, etc. C'est ça. Très bien, très bien. Non, mais je pense que c'est bien la question. C'est-à-dire, si on se trompe de jeu par rapport à la structure d'interaction, comment vous faites en fait pour choisir le jeu? Vous faites jouer tous les jeux et puis après vous vous dites, ah ben tiens. Alors, ça, c'est une grosse question que n'importe quelle personne, les économistes notamment, rencontrent. C'est quand on doit modéliser une situation, hein, quel modèle on utilise. C'est la grosse question du choix des modèles. Donc, ce n'est pas propre à la situation, c'est propre au travail de la modélisation. Mais on peut, comme ce sont ici, ce n'est pas le même problème que pour les économistes qui travaillent sur des modèles vraiment très sophistiqués. Là, Jacques Pépot nous le dit, hein, la modélisation réflexive, on doit utiliser des modèles simples, de manière à ce qu'on puisse
être en interaction avec les acteurs eux-mêmes, en disant, voilà, on utilise tel modèle qui a fait apparaître tel type de structure. Si on change les paramètres de préférence, si on change les paramètres de n'importe quoi, voilà ce que ça peut apporter. On peut rajouter de nouveaux paramètres. On peut par exemple rajouter la place de la réputation pour un élu, pour une collectivité. On peut Oui. rajouter la place de l'éthique. Bon, voilà, on peut rajouter des paramètres autant qu'on en veut, enfin, peut-être pas autant, mais on peut rajouter des paramètres et puis on voit un peu comment ça évolue. Et puis après, on voit avec les acteurs eux-mêmes en disant est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous paraît cohérent, est-ce que c'est les hypothèses sur lesquelles on travaille, est-ce qu'elles vous semblent justes, pas justes, etc. Très bien, très bien. Emmanuel, tu avais levé la main? Oui, bonjour, je suis urbaniste et aménageur indépendant. Merci de votre présentation. Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir de la théorie au sein de la SFU. Alors, je n'ai pas tout compris, mais ça m'a beaucoup intéressé. Je pense qu'il faudra écouter une deuxième fois avant de tout comprendre. J'ai trouvé que vos préoccupations en fait rencontrent pas mal des nôtres. Je voudrais citer 2 ou 3 exemples de formules que vous avez utilisées. Les vrais experts sont les acteurs eux-mêmes. Vous avez parlé des surcodes et illustré les surcodes par les biais de la concertation qu'on connaît. Ce que je trouve intéressant, c'est que par la théorie des jeux, vous les montrez. Et puis vous avez des philosophes comme celui qui est un peu dans ces sujets notre référence, qui est Habermas. Et on voit que finalement vous arrivez à la même. C'est intéressant, non, c'est pas la même conclusion. Alors, vous allez non, me dire. je ne suis pas Habermasien, je suis spinozien. Je suis du courant de Lucien Sphèse, et Lucien Sphèse s'est largement opposé enfin, il critiquait l'approche communicationnelle, l'agir communicationnel d'Habermas. Habermas, bon, c'est déjà un peu vieux, mais Habermas croit en la communication comme moyen de résoudre les conflits, comme moyen d'affirmer la démocratie, comme moyen globalement d'améliorer le fonctionnement des institutions. Lucien Sphèse, non, pas du tout. Lucien Sphèse ne croyait pas, il pensait au contraire que c'était une idéologie, l'idéologie de la communication. Il a même écrit un gros livre sur la critique de la communication, dans laquelle il critique Habermas, critique gentil, poliment, hein, évidemment, mais Habermas, tout en considérant comme un auteur essentiel, et il critique cette approche du tout communicationnel. Pour lui, c'est une forme de surcode. Je l'ai dit, je suis passé assez vite, mais c'est une forme de surcode. On croit que la communication rend les choses transparentes, etc., etc. Or, c'est pas vrai. Parce que justement, il y a du surcode. Et quand dans la critique, je vous interromps parce que plus le temps passe. Donc, vous voyez que je ne suis pas au niveau académique vers lequel il faut tendre. C'est pas grave, c'est bien que vous nous donniez ce type d'informations. J'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez dit sur le fait sur les pertes et les gains. Alors là, c'est vraiment un sujet qu'on croise en permanence dans nos métiers. Moi, je fais toujours référence à une phrase de l'ancien président de Plaine Commune, Patrick Bravosec, qui disait nous devons faire des territoires qui comptent, c'est une question de dignité pour leurs habitants. Et en fait, ce que vous dites des gains et des pertes, on le retrouve effectivement en permanence. On a beau avoir augmenté tous de manière absolument stupéfiante notre pouvoir d'achat depuis 50 ans, comme on ne l'a pas augmenté de la même manière, on a créé des frustrations et on doit traiter, nous, dans nos métiers de l'aménagement et de l'urbanisme, on doit traiter ces frustrations. Et puis, je dirais, alors, on peut faire appel à vous. Donc, moi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit. Peut-être que je vais regarder ce que vous faites, et puis, en termes de consulting cette fois, pas en termes de recherche. Et en particulier, je suis très intéressé parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, parce que vous avez fait sur les aéroports. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le sujet. Donc, à l'occasion, ça m'intéresserait d'avoir, si c'est possible, d'avoir les résultats de ces travaux sur les aéroports et d'en parler avec vous si vous êtes disponible. Pour vous dire, j'ai dirigé le Grand Roissy piloté le Grand Roissy pendant aménagement et développement pendant 8 ans.
D'accord. À quelle époque c'était? C'était jusqu'à il y a 8 ans, D'accord. entre 2009 et 2017. D'accord. Ben, moi, d'accord. J'avais, Mais j'ai on va pas pas, compris. c'est pas le sujet d'en parler maintenant parce que ça ne Oui, oui. concerne pas tout le monde. Non, ça Mais serait à intéressant. l'occasion, je serais Ouais. intéressé On a, d'en on parler a, avec on vous. a, on a beaucoup fait d'événements à la SFU sur les plateformes aéroportuaires, y compris dans des configurations internationales. Donc, effectivement, ce sujet-là est assez récurrent et ça sera intéressant peut-être d'avoir un Un focus focus. de vos travaux là-dessus, Ouais, effectivement. il y a le rapport Maillage, je ne sais pas si vous connaissez, de 2017, justement, qui a été conduit par Non. le CGT, à la demande du CSAC, le Conseil supérieur de l'aviation civile. On était 3 chercheurs à participer à ça. Il y avait les gens de la DGAC, etc. Très bien. Bien. Bruno, tu voulais rebondir? Ah, ton micro. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'avais 2 questions. Alors, non, plutôt, j'ai d'abord des félicitations à Michel Carrard, parce que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, alors, moi, je suis quand même Emmanuel, hein, je n'ai pas tout compris, hein, loin de là, il faudra que j'écoute attentivement la retranscription de votre intervention, et éventuellement que j'achète votre bouquin d'ailleurs, parce que peut-être qu'on comprend mieux. Non, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un sujet, enfin, on a eu un chercheur aujourd'hui, et peut-être on n'en a pas assez qui interviennent à la SFU. On a eu Gilles Novarina, hein, qui nous a fait un exposé sur l'histoire de l'urbanisme. Alors c'est plus abordable, hein, sans doute, mais je pense que c'est intéressant qu'une fois de temps en temps, parce qu'on est les SFU à 99%, c'est des praticiens, donc je trouve intéressant de temps en temps qu'on ait un regard un peu extérieur comme ça, qui vient un peu Bien bousculer sûr, bien sûr. nos habitudes et nous proposer d'autres approches. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, je me disais, mais j'ai peut-être mal compris. Je pense au jeu du prisonnier, par exemple. J'ai l'impression que dans vos scénarios, enfin, ou dans les modèles que vous utilisez, il n'y a qu'une hypothèse qui est que les gens vont réagir en fonction de leur intérêt immédiat, d'accord? Donc, les prisonniers, ils vont réagir avec l'idée de dire il faut que je prenne le moins possible, quoi, si je peux, moins d'années de prison possible. Mais enfin, il peut y avoir des gens qui sont des bravaches, quelqu'un qui dit mais moi je suis pas une balance, donc je ne dénoncerai pas, et tant pis si je fais 2 ans ou 4 ans. Vous voyez, est-ce que vous intégrez ce genre d'études? Ah, bien sûr, en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit la distance qu'il y a entre le modèle un peu théorique, qui nous dit, ben, normalement, si vous êtes rationnel, vous devez dénoncer, parce que sinon, vous allez vous prendre ben, le maximum de prison, et puis la réalité. Et la réalité, il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens, le sens de l'honneur, etc., qui fait que la réalité est différente. C'est tout ce qu'on dit, ce que j'ai dit au départ. Les individus en chair et en os ne sont pas des homo economicus. Oui. D'accord. Ok. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous avez beaucoup de cas pratiques, hein, que vous nous avez présentés, enfin, et on a envie, c'est vrai qu'on a envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus. Mais alors, c'est une question très terre à terre, celle-là. C'est comment vous vous faites rémunérer? Vous avez des contrats de recherche pour ces. Oui. Bon, on est rémunéré comme enseignant-chercheur, hein, pas plus. C'est-à-dire D'accord. moi, je suis fonctionnaire. Une partie de mon temps est consacrée à l'enseignement, une partie de mon temps est consacrée à la recherche, comme tous les enseignants-chercheurs. Et dans le temps, j'ai des collègues qui sont CNRS, eux, ils n'ont pas de recherche, ils n'ont pas d'enseignement à faire, ils sont tous dédiés à la recherche, donc ils ont plus de loisirs à la recherche que nous. Nous, on passe la moitié de notre temps à l'enseignement et le reste à la recherche. Donc, on est payé par notre salaire, en fait. Non, non, On a des contrats qui nous rémunèrent, mais oui. qui permettent, par exemple, quand c'est des gros contrats comme Père Opal, etc., on prend des ingénieurs d'études, on prend des post-docs, etc., et on les paye. Mais ce n'est pas pour nous. On achète du matériel, on achète des logiciels, on achète des bases de données, etc., et pas pour notre rémunération personnelle. Non, mais c'est pas. Ma question n'est pas, comment dirais-je, trouble. Parce que Ah non, mais c'est est-ce que une collectivité locale pourrait, comment dirais-je, ayant entendu parler de la théorie des jeux et de ses applications, pourrait éventuellement vous solliciter en direct, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la façon dont vous travaillez, c'est que vous faites des propositions à des intervenants, à des collectivités, et puis c'est eux, et puis vous avez un contrat qui est rémunéré. en Mais réalité,
aujourd'hui, on travaille sur réponse à appel à projet. Donc, il y a Oui. des appels à projets Oui, des c'est collectivités ça, ouais. et on répond aux appels à projets. Donc, il peut y avoir des projets européens, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Qui s'intéresse à vos recherches, c'était ça ma question en fait. Disons, non, la collectivité a un projet, a un besoin, elle identifie un besoin, et donc alors une collectivité ou une institution, l'ADEME ou je ne sais pas, ou l'ANR, enfin bref, et lance des appels à projets. Et donc, il y a c'est un peu ce que vous faites, vous, en réponse aux collectivités. Quand les collectivités font des appels à cabinet d'études ou à prestations, ben vous, en tant que prestataire, vous envoyez votre candidature, vous dites voilà ce que je vais mettre en place, etc. Et puis, selon les prix, selon ce que vous faites, selon votre renommée, etc., vous êtes ou pas pris. Ben, c'est un peu pareil pour les chercheurs. Ok. Il répond à des appels à projets et il est pris ou il n'est pas pris. Ok. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question et puis ensuite on va s'approcher de la conclusion parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Aujourd'hui, dans le monde de l'urbanisme, on observe une espèce d'inflation de ce qu'on appelle les jeux sérieux. C'est-à-dire, ben voilà, il y a des jeux sérieux surtout. Et puis, je dirais, moi-même, dans ma société, on en a inventé. Et l'idée derrière tout ça, c'est quand même de favoriser la concertation. Sous-entendu que la concertation, souvent, en matière d'urbanisme, est un échec. Parce qu'en fait, elle ne fait pas jouer les gens, justement. Voilà. Alors, je pense que finalement, vous nous éclairez sur le fait que tous les auteurs de ces jeux sérieux, à mon avis, sont très très loin de votre niveau. Ils sont plutôt d'une autre. Donc, quel est votre avis finalement sur cette multiplication des jeux sérieux? Est-ce que vous-même, vous pensez que ça serait intéressant de les optimiser à partir de vos travaux? Voilà, c'est une question très ouverte, mais moi je trouve que de faire jouer les gens, effectivement, c'est assez satisfaisant dans ce qu'on appelle l'ouverture des chakras, la discussion collective, voilà, le fait d'imaginer des scénarios ensemble. Mais du coup, votre intervention me fait aussi douter sur le fait qu'on fait perdre aussi du temps à des gens et que finalement, on n'optimise pas les conclusions avec une vraie méthode de jeu, de théorie des jeux derrière tout ça. Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire une chose juste avant que vous ne répondiez? C'est que, Laurent, tu parles de concertation, et il me semble que justement, on a franchi une étape, en tout cas, on essaie de la franchir, qui est de passer de la concertation à la négociation des projets, et que là, en revanche, négociation sur la conception et négociation sur la mise en œuvre des projets, et que là, en revanche, ce que vous nous avez raconté pourrait nous être très utile. C'est ça, c'est Excuse-moi, ça. Laurent. Oui, non, mais tu as raison, ça précise vraiment ma question, oui, tout à fait. Alors, non, je suis moi très favorable aux jeux sérieux. D'ailleurs, on m'a demandé d'en proposer dans le cadre des fêtes de la mer et des fêtes de la science, je vous l'ai dit. Alors, c'était des jeux à objectif pédagogique, quoi, de faire prendre conscience. Par exemple, c'était des jeux liés à la mer, donc la ressource commune, etc. Donc, c'est pédagogique. Il y a des gens, j'ai des collègues qui ont fait un collectif concernant des jeux sérieux, c'est le groupe Commode. Ils sont extrêmement forts. Alors là, c'est un collectif de l'INRA, des chercheurs de l'INRAE. C'est vraiment un gros collectif. Ils ont publié pas mal de choses, ils travaillent beaucoup sur des projets à l'étranger. Et eux, ils font de la démarche, de la démarche participative, mais avec une méthodologie extrêmement rigoureuse. Ils ont développé. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc ça, pour vous qui êtes intéressé par ce genre de choses, le groupe Commode, CO2MOD, il y a un site internet, etc. Ils ont beaucoup de publications. C'est vraiment un apport extrêmement important. C'est assez différent. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs, parce que je les connais assez bien. Je les ai suivis pendant un certain temps. Mais c'est un peu différent. Ce qu'ils font est vraiment très élaboré. C'est largement, il y a des bureaux d'études qui reprennent leur méthode, ils travaillent en lien d'ailleurs, il y a des bureaux, ils sont essentiellement situés dans le sud de la France, près de Montpellier, Avignon, etc. Et non, eux, le groupe Commode, les commodiens, comme ils s'appellent, c'est vraiment des choses
extrêmement important ce qu'ils font. C'est Très vraiment bien. élaboré. Et Donc, ça va merci. beaucoup plus loin qu'une approche purement ludique. Hein. Ils sont Voilà. capables de mettre des acteurs ensemble, ils utilisent des outils informatiques, ils sont capables de les mettre en situation, de les faire jouer. Chaque est reproduit par le logiciel pour analyser les conséquences du coup suivant. C'est extrêmement élaboré ce qu'ils font. Extrêmement élaboré. J'aimerais bien disposer des outils informatiques que disposent. Mais ils sont un collectif où il y a en plus, ils ne sont pas enseignants-chercheurs, ils sont chercheurs, donc ils ont beaucoup de temps et ils ont des compétences informatiques extrêmement pointues en Très bien. système multi-agent, etc. Ben, merci du Vous, tuyau parce vous nous qu'effectivement, donnez vos concurrents en quelque sorte. Alors, c'est des concurrents sans lettres, ce sont des oui, chercheurs, hein, mais il y a des bureaux d'études qui oui. travaillent avec eux pour faire avancer la démarche. Moi, je les ai connus en 2010, et ils existaient en 2010, c'était la parution de leur grand ouvrage, donc ils existent depuis, ça fait au moins 25-30 ans qu'ils ont développé leur méthode. Très bien, merci beaucoup, Michel. Bon, écoutez, je crois qu'on, pour simplifier, on va commencer par lire votre livre. Voilà. Donc, on fera peut-être d'ailleurs, Bruno, un petit article dans le site internet de la SFU pour renvoyer au rendez-vous, mais aussi peut-être expliquer que effectivement on peut trouver ce livre pour en savoir davantage. Il est édité, je dirais, on le trouve facilement, je suppose. Oui, on le trouve. Oui, très bien, Oui, je l'ai vu à la Fnac et encore il n'y a pas longtemps. Enfin, vous très pouvez le bien, trouver sur le site des Purs à Rennes, presse très bien. universitaire de Rennes. Entendu. Ben, écoutez, on va le découvrir avec plaisir. Ben, je vous propose de tenter une conclusion, donc, enfin, qui va être très courte, hein, parce qu'effectivement, d'abord, un immense merci, Michel. Vous nous avez fait Je vous en prie. découvrir tout un univers, et puis vous l'avez en plus synthétisé, donc c'était vraiment très, 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 très intéressant. On a tous envie d'aller plus loin. Ça nous c'est souvent dans les rendez-vous qu'en fait on a plus de questions que de réponses 1 heure et demie après le début de l'intervention. Donc on n'est pas, on est à l'aise avec ça. Mais là pour le coup, effectivement, je pense on a pas mal de suites à donner à votre intervention. Donc un très grand merci pour tous les rendez-vous comme pour tous les autres. On va faire le petit film et le mettre sur la chaîne YouTube. Et puis ensuite, Michel, ben, je crois qu'on se permettra du coup de revenir vers vous. Voilà, je ne sais pas trop sous quelle forme, mais on va maturer un petit peu toutes vos réflexions dans nos travaux à la SFU. Et on essaiera évidemment d'aller un petit peu plus loin et de vous solliciter peut-être à nouveau pour éclairer certains aspects sur ces sujets-là. Si vous souhaitez Voilà. également si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous souhaitez des Oui. références bibliographiques sur les études sur les aéroports ou autres, n'hésitez pas, moi je vous envoie les articles. Oui, et également, peut-être que vous avez des jeunes docteurs qui ont des cas d'application qu'ils souhaitent tester dans nos différentes entités. Donc, on a aussi l'habitude d'accueillir voilà, des jeunes docteurs, des doctorants dans nos travaux. Donc, à droite, à gauche, on peut peut-être aussi relayer, en tout cas au niveau de la SFU, des intentions de thèse, de stage, voilà, de travaux d'étudiants ou de chercheurs pour arriver effectivement à massifier ces travaux et à les appliquer voilà, concrètement dans pas mal de sujets. Nous on a, enfin, là je parle côté Artelière, on a fait beaucoup d'études sur les jeux sérieux à propos de l'eau, le traitement de l'eau dans les villes. D'ailleurs avec l'INRAE, et donc voilà, c'est des sujets effectivement qui rebondissent un peu, et puis on voit que sur des sujets aussi évanescents et aussi peu parlants pour les gens finalement que l'eau, ben, finalement d'accrocher tout ça avec des systèmes un peu ludiques de jeu, etc., ça permet de développer des méthodologies effectivement très intéressantes. Voilà. Écoutez, ben, en tout cas, Est-ce un immense qu'on merci. peut, Oui, Laurent, tu peux nous mettre l'adresse mail de Michel oui, tout à fait. la conversation? Bruno dit qu'il va le faire, mais il n'a pas allumé son micro, donc j'ai lu sur ses lèvres. Non, mais je peux te l'envoyer, Emmanuel. Je peux te l'envoyer, il n'y a pas de problème. D'accord, Très merci bien. Bruno.
Bien, eh ben, encore un grand merci, Michel, et je vous souhaite Merci à votre accueil, en tout cas, une et à votre excellente écoute. soirée. Oui, Et je reviens vers vous dès que le film est sur YouTube. Très bien, n'hésitez pas. Merci, au revoir. Plus large. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.